Peut-être une autre... Le cinéma bouge encore, nous sommes là pour l'achever. Salut les amis. Hello. Hello. Tu souhaites dialoguer avec les podcasteurs chauds de ta région? Tu peux chaque semaine nous envoyer à 3615 sans trucage. Au singulier, il n'y en a qu'un seul qui suit. @gmail.com. Vos questions, toutes tes questions concernant le cinématographe et l'image animée. Et au menu cette semaine, Mégarama contre les cinémas municipaux. Faut-il connaître Tesson pour être cinéphile? L'audio-description à géométrie variable. Mais on commence par un commentaire d'une petite Josiane américaine. Je vis à Miami depuis plusieurs années déjà, et si je confirme que le cinéma ne se porte pas particulièrement bien, le multiplex de Miami Beach vient de fermer par exemple, la situation que vous évoquiez régulièrement ne reflète pas la réalité. Vous avez par exemple dit qu'il n'existait pas de carte illimitée aux USA, ce qui est faux. C'est un peu comme en France, où cela dépend du multiplex. Or, le principal multiplex américain AMC propose une carte illimitée pour environ $25. On est donc sur un système comparable à la France, du moins à Paris au niveau de l'offre, mais aussi du prix. $25 aux USA, ce n'est pas du tout la même chose qu'en France, dans un pays où un salaire de base avoisine plutôt les $3700. Dépenser $25 pour une carte ciné reste tout à fait correct niveau prix. Les 25 € de la carte UGC piquent beaucoup quand on a un salaire divisé par 2 environ. Contrairement à ce que vous sous-entendez, donc les USA n'ont pas transformé le cinéma en un endroit destiné à la classe moyenne supérieure. Je trouve au contraire qu'il est bien plus abordable qu'en France en termes de pouvoir d'achat. Une petite réaction à Sujet vaste. Il y a plusieurs chapitres, je pense. Un tout petit truc, quand je pense qu'il faisait référence à ma réflexion sur la carte illimitée, mais moi je parlais du Canada et je parlais particulièrement de Montréal. Je pense qu'elle réagit très souvent. Ok. Tu sais, c'est là que je parlais du PDG de Sony qui dit qu'elle avait fait un coup de gueule au CinemaCon. Ah d'accord. Cela étant dit, t'as quand même bien fait de rappeler ça parce qu'on a trop tendance à confondre les systèmes d'exploitation canadiens et états-uniens et c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes chaînes et c'est pas les mêmes principes. Alors il y a des chaînes, notamment il y a AMC qui est aussi au Canada et notamment dans les régions anglophones, mais il y a aussi un gros cinéplex à Montréal. Mais en tout cas, les rares fois où je l'ai évoqué, je parlais de mon expérience à une époque, donc c'était il y a 10 ans et il y a 10 ans ça n'existait pas. Donc après ça a pu changer, mais voilà. Si c'est ça, juste un petit mea culpa de ma part, c'était pas je parlais pas des USA de manière générale. Oui, non, peut-être petite précision, tout comme Paris n'est pas la France en matière d'exploitation de salles de cinéma, Miami n'est pas les États-Unis en matière d'exploitation de salles de cinéma. Déjà, on peut poser ça par rapport à ce que nous dit notre auditeur. Il y a des zones où vous n'avez pas ou peu de salles de cinéma, là où en France, il faut chercher quand même pour avoir à faire plus de 15 ou 20 km, même dans des endroits, dans des régions, dans des territoires assez enclavés. Il y a des salles plus accessibles proportionnellement en France qu'aux États-Unis. Ça, il suffit de le voir, c'est le nombre d'écrans en moyenne par habitant qui est incomparablement supérieur en France. Alors ensuite, sur le prix du cinéma, là où moi je resterai prudent, c'est qu'il me semble qu'il y a il y a pas un tarif unique du cinéma en France, mais il y a, on va dire, un tarif relativement homogène sur toutes les grandes villes et homogène sur les territoires plus ruraux. Là où aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus disparate. En haut, en élevé comme en plus bas. Alors attention toutefois, le salaire français n'est pas divisé par 2 en France. Pour les taxes, ça c'est une légende de libertarien, ça n'existe pas. Tout comme il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres aux États-Unis qui, n'arrivant pas à payer leur traite, leur loyer ou leurs frais médicaux, ont peut-être du mal à se payer des séances de cinéma aussi. Oui, j'aimerais juste ajouter aussi que si, par exemple, moi, j'arrive à me dégoter 23 €, je crois, pour payer le pass UGC illimité qui fonctionne dans la plupart des cinémas, y compris les cinémas non UGC, c'est parce que si demain, à Paris, si demain je vais à l'hôpital pour une appendicite, je ne vais pas ressortir avec une amende de $25 000, enfin de 25 000 € pour rester en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est le cas. Donc, il y a aussi cette problématique-là. Effectivement, le salaire moyen est plus élevé, mais parce que tu payes tout en direct et ça peut vite chiffrer très fort, donc c'est pas les mêmes mécaniques, c'est pas les mêmes mécaniques de consommation, c'est pas les mêmes mécaniques de pouvoir d'achat. Donc peut-être que nous, d'ailleurs, on a tort parfois de comparer peut-être un peu trop hâtivement dans certains cas la France et les États-Unis, mais de fait l'inverse est vrai aussi. C'est toujours compliqué de mettre les finances des Américains et les finances des Français sur un même
plan, parce que les dépenses par nature sont très différentes. J'aimerais juste conclure avec 2-3 petites infos supplémentaires. Il y a effectivement un abonnement AMC dont on n'a pas parlé, il est vrai. Je viens de regarder, AMC annonce qu'ils ont plus de 700 000 abonnés, ce qui est énorme. UGC en a plus d'1 million. Donc il y a un rapport qui est déséquilibré, sachant qu'aux États-Unis c'est 341 millions d'habitants et la France 70. À noter quand même qu'effectivement, il est vrai qu'il y a plein de cinémas qui proposent des séances à 10-15 $, ce qui n'est pas le même rapport de force chez nous, mais il y a aussi des cinémas qui proposent beaucoup plus. Néanmoins, je conclurai aussi par un propos que m'a relaté littéralement cet après-midi Anaïs Bordage, que l'on embrasse, que vous avez pu entendre dans mon mal-aimé sur Magic Mike, si vous êtes une Josiane, qui a été au CinemaCon il y a quelques semaines à Las Vegas, donc littéralement le salon de convention des exploitants, où elle a pu participer, ou en tout cas écouter plusieurs tables rondes, où ils expliquent un peu tous qui sont dans la merde, et que 2, effectivement, les places vont être augmentées, et que c'est une situation qui est difficilement tenable à long terme, et qu'il y a plein de solutions qui sont en train d'être réfléchies, mais que c'est un sujet qui est vaste. On a peut-être été pas assez précis la première fois, il est vrai, et merci à toi, auditorice, qui nous a envoyé ce mail, mais la vérité est encore plus complexe peut-être. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Puisqu'on parle de multiplex, les salles Mégarama veulent évincer les salles de cinéma municipales des sorties nationales de films. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, il faut peut-être expliquer ce que ça veut dire, en fait, Oui, tout simplement. Explique-nous, Et s'il après, te on plaît. pourra dire pourquoi c'est Simon. dégueulasse. Ouais, Voilà. Explique-nous ce que ça veut dire, toi qui as la connaissance de cette signification. Mais, pas moi seul. Tout simplement, les salles de cinéma, elles sont en concurrence quand elles sont plusieurs dans un même bassin de population sur les films qu'elles vont avoir. Tout le monde sait quels sont les films a priori les plus attendus, les plus gros films. Alors certes, une salle à RSC, a priori, elle n'a pas tout à fait la même programmation qu'un Pathé, qu'un UGC, qu'un Mégarama ou qu'un Kinépolis. Néanmoins, un Christopher Nolan, ça intéresse aussi bien du public RSC que du public de multiplex. Il y a certains films présentés à Cannes qui peuvent, vous voyez, tout à fait se retrouver dans les deux. Bref, il y a plein de moments où ces programmations se superposent. Or, il y a un véritable enjeu à être le premier qu'il a à l'affiche, celui qu'il a le plus longtemps à l'affiche, ou dans quelles conditions on le projette. Est-ce que moi je l'ai en 3D, en VO? Est-ce que moi je l'ai en VF? Bref, tout ça c'est plein de trucs. Et il se trouve que, alors souvent les salles RSC, les salles indépendantes ou les salles communales, elles ont des programmateurs. C'est pas chaque salle indépendante, elles sont réunies. Et tous ces petits mondes-là négocient, essayent de choper des films, etc. Il faut savoir que les multiplex, de par leur poids économique, ils ont une force de négociation que vous pouvez imaginer, comme dans n'importe quel tissu industriel. Et il se trouve que oui, effectivement, manifestement, Mégarama essaye de dire, écoutez, si vous voulez que moi je prenne vos films, je veux pas que ces salles-là les aient en sortie nationale, c'est-à-dire dès la semaine où ça fait le plus d'entrées, tout simplement. Il faut dire que c'est un type de négociation qui est foncièrement dégueulasse, qui met en danger, en fait, tout simplement, des salles qui n'ont rien demandé. Précisons aussi que les salles communales, c'est pas n'importe quoi, c'est des salles qui sont financées ou cofinancées par des municipalités. S'il n'y avait pas ces dispositifs, s'il n'y avait pas ces salles, et donc si on les étouffait économiquement, c'est des salles qui n'existeraient pas, tout simplement, parce que c'est des lieux, des petits bleds ou des quartiers où tout simplement, économiquement, il n'y a pas d'acteur privé qui a voulu aller. Donc, essayer d'aller les taper eux spécifiquement et de les mettre mal, je trouve que c'est extrêmement discutable, enfin c'est dégueulasse tout simplement. Oui. Et en plus de ça, on a besoin que les salles RSC elles fonctionnent, on a besoin qu'elles aient une variété de programmation, on a besoin qu'elles soient là. Nous c'est quelque chose qu'on a vu à Mauvais Tour avec Nicolas, où il y a des films où on nous a dit on vous aurait bien donné le film, mais on ne veut pas favoriser telle salle ou tel établissement, on nous demande de favoriser plutôt tel type de circuit. Et il faut... C'est chaud quand même. Le circuit multiplex plutôt que le circuit RDC, pour le dire vite fait. Voilà. C'est chaud quand même. Et c'est compliqué. Et en plus, s'il n'y a pas à un moment une barrière nette et franche qui est posée, la question qui va arriver a posteriori, c'est où s'arrête le curseur. Parce que si Mégarama veut s'en prendre aux salles de cinéma communales et parvient à mettre son plan à exécution, quid dans 3 mois, 6 mois, 1 an, des cinémas associatifs, par exemple, qui sont moins nombreux, mais qui existent quand même. Il y en a un exemple qui a fait beaucoup parler à Paris, qui est le cinéma La Clé, qui enfin a rouvert ses portes il y a peu. C'est aussi, mine de rien, un cinéma, c'est un cinéma qui est concurrentiel pour les multiplex. Donc si à un moment on ne pose pas de limite claire et qu'on ne dit pas aux multiplex, en fait déjà vous existez, c'est pas si mal, maintenant foutez-nous la paix, ça risque d'avoir des problèmes assez importants pour la distribution de films. Attention, on parle là des cinémas qui projettent des films
actuelle. Si vous vivez à Paris, vous connaissez certainement les cinémas du quartier latin qui projettent majoritairement, voire quasi exclusivement des films de patrimoine. Eux, pour le coup, ne seront jamais concurrentiels des multiplex puisque les multiplex n'en projettent quasiment jamais. Donc, c'est pas le même marché. On parle bien là des films qui projettent les films qui sortent là, maintenant, tout de suite. Au 36-15, Vincent s'interroge sur l'actualité des intermittents du spectacle. Voici ce qu'il nous écrit. J'ai été technicien intermittent pendant presque 10 ans avant de devenir réalisateur. Ça n'a jamais été un problème de faire des heures pendant ce laps de temps et idem pour mon entourage proche. Aujourd'hui, et je dirais depuis plus d'un an, au moins la moitié ne vont pas réussir à faire leurs heures et c'est généralisé à toute la France, techniciens parisiens et province et tous les corps de métier. Je sais que la plupart d'entre vous sont passés par les tournages et j'imagine que vous aussi avez des proches qui vivent la même situation. Comment expliquer une telle baisse de travail alors que les productions semblent pourtant fructifier en France, notamment de nombreuses prods étrangères qui viennent tourner ici. Alexis, pour commencer. Alors, moi je vais être relativement bref, mais tout de même, il faut que j'en parle. Le hasard du calendrier fait qu'il y a quelques jours à peine, j'étais tranquillement installé en terrasse à siroter un litron de bière, parce que oui, ça existe maintenant. Ah ouais ? Oui, je te donnerai pas l'adresse. Donc j'étais tranquillement en train de siroter un verre avec mes camarades d'école de ciné, et qui sont pour la grande majorité intermittents du spectacle, et qui, effectivement, ont tous fait part, alors qu'ils bossent pas dans les mêmes milieux. Il y en a qui bossent pour le cinéma, il y en a qui bossent pour la télévision, ils bossent pas tous dans le même secteur, tous ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis du nombre d'heures à effectuer cette année pour renouveler le statut. Normalement, ils vont y arriver pour ce qui est de mes amis, mais c'est la première fois, je crois, depuis plusieurs années que je vois mes potes, les intermittents que je côtoie, se poser sincèrement la question. Et je pense qu'il y a évidemment plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais déjà, il y a effectivement une question épineuse. Comment se fait-il, alors que la quantité de films et de séries et de programmes nécessitant la présence d'intermittents du spectacle continue d'être massivement produit en France, comment se fait-il que le boulot disparaît ? Parce qu'il faut bien comprendre ça. Si mes camarades n'arrivent pas à faire leurs heures, c'est parce que leurs contacts habituels, avec qui ils ont l'habitude de travailler, eux-mêmes ne sont pas appelés. Si par exemple vous êtes 3e assistant mise en scène, en général vous avez le contact privilégié d'un 2e assistant ou d'un 1er assistant qui, à chaque fois qu'il a un tournage, s'il vous connaît bien, vous appelle, vous intégrez sa team, vous partez travailler. Et bien leur contact ne travaille pas. Comment ça se fait ? Moi personnellement, j'ai pas d'élément de réponse précis, mais de fait, il y a un vrai problème, il y a une vraie interrogation. Comment se fait-il que la production semble d'un côté continuer d'aller de l'avant et de se développer, et de l'autre, quand on regarde derrière les coulisses, se raréfier ? Alors je pense qu'il y a une multiplicité de facteurs, ce qui rend le phénomène assez difficile à lire. Déjà, ajoutons que oui, ça ne touche pas que le cinéma. Moi, j'ai pas mal de copains et copines du côté de la costumerie, donc en théâtre, en opéra. C'est une boucherie. Alors, dans le cinéma, mais aussi dans beaucoup d'autres pratiques culturelles, il y a tout simplement la baisse des enveloppes, la baisse des dotations. Tu as des régions entières qui ont arrêté la subvention. Alors, nous, on est à Paris, ça se voit pas tout de suite immédiatement, mais il y a plein de projets qui se tournent dans telle région, se fabriquent un peu ici en France, un peu à tel autre endroit, un peu tel truc. Donc, quand des départements entiers, des régions décident de sabrer leurs investissements dans la culture, ça va toucher, dans un premier temps, immédiatement, les compagnies de théâtre, qui vont devoir licencier ou qui vont payer moins d'heures, ce qui fait que on travaille un peu mais on n'a pas le statut à la fin. Ça veut dire qu'il y a des films qui vont pas pouvoir aller se tourner. Donc là aussi, la production, elle va quand même faire son film, mais elle va le faire avec une plus grande économie en payant moins d'heures. Ou alors elle va aller voir, tu vois, le chef d'équipe et lui dire écoute, moi j'ai tant d'heures à payer. Soit tu te fais une équipe complète. Et au lieu, je dis des chiffres au pif, au lieu de faire 80 heures, vous en aurez 30 déclarés chacun. Bon, tant pis. Idéalement, il faudrait que j'ai 3 assistants cam. J'en aurai qu'un, j'en aurai que 2. Et on va pouvoir faire nos statuts. C'est-à-dire que les projets ils se font sur des enveloppes contraintes. Et puis, je me demande dans quelle mesure, mais là, je suis interrogatif, je ne sais pas, il n'y a pas un effet psychologique très fort, tu sais, mais comme sur un marché financier. On sait que la droite et l'extrême droite veulent augmenter, et les centristes aussi, bien sûr, veulent relever le plafond du nombre d'heures des intermittents. Je pense que ça crée des conditions, tu sais, de « oh là là, on se retire, on investit moins ». En fait, on anticipe un rétrécissement économique du secteur qui est assez grave. On sort, et on y reviendra bientôt, de plusieurs mois de commissions d'enquête vouées, avec pour objectif en ligne de mire la destruction de l'audiovisuel public. Ça veut dire par ricochet la destruction d'une grande partie de la production cinéma en France. Et en fait, le secteur commence à appréhender, à faire attention à là où il met ses billes. Et même si pour que la machine tourne, il faut toujours produire des films, on les produit à l'économie. Wouldn't a good hot cup taste good right now?
Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar. Puisqu'on en parle de cette foutue commission d'enquête sur l'audiovisuel public, ça y est, elle est terminée et elle a même été votée, donc elle va être débattue au Parlement, Alexis. Oui, alors, ça y est, c'est fini. Vous ne verrez plus Charles-Henri Aloncle se payer la tête de toutes les personnes qui travaillent à l'audiovisuel public. Sauf si vous regardez Jérémy, CNews. Mais Jérémy, Voilà. mais ça va. Mais Non, enfin c'est l'occasion de... Alors, je précise tout de suite, cette conclusion n'en est pas complètement une. Déjà, il y a un député membre de cette commission qui, pour l'anecdote, avait candidaté à sa présidence et qui certainement aurait pas mal bousculé les choses s'il avait été élu président, qui est Erwan Balanant. Erwan Balanant qui est un député centriste, pas quelqu'un dont je partage particulièrement la vision politique, mais qui semble quand même doté d'une honnêteté intellectuelle et d'une impartialité que le président de la commission, Jérémy Patrier-Létus, n'avait pas. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Charles-Henri Aloncle, qui est le rédacteur de ce rapport, puisqu'il était rapporteur de la commission, c'est son boulot. Le rapport, on va le bazarder vite fait, c'est une exsanguination du service public, fermeture de France 4, fusion de France 5 et de France 3, alors que les deux chaînes n'ont strictement rien à voir d'un point de vue éditorial. L'objectif, c'est de fragiliser le service public en prétendant le sauver de toutes ces dépenses somptuaires injustifiées et de tous ces affreux gauchistes qui le vampirisent de l'intérieur, alors qu'en fait l'objectif, c'est d'en faire une entité dysfonctionnelle pour ensuite pouvoir dire « Désolé les gars, on a tout fait pour vous sauver, mais ça n'a pas marché, du coup, on vous privatise ». C'est à ça que ça sert, le rapport Aloncle. Pourquoi il faut revenir un tout petit peu sur cette commission à cette occasion-là ? Donc il y aura un contre-rapport. Erwan Balanant, qui est membre de cette commission, l'a annoncé parce qu'il désapprouve totalement les méthodes de travail de Charles-Henri Aloncle. Erwan Balanant qui était, si je ne dis pas de bêtises, le rapporteur de la commission sur les VSS dans le monde de la culture, tout à fait. présidée par Sandrine Rousseau. Ce qui me permet de rappeler un fait, et je crois que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est que normalement, quand tu fais une commission d'enquête parlementaire, tu essayes de représenter le pluralisme de l'Assemblée dans les instances qui dirigent cette commission. Et c'était le cas dans la commission sur les VSS. Sandrine Rousseau, qui est une personnalité plutôt ancrée à gauche, voire à la gauche radicale, très ouvertement féministe, et directement concernée par ces problèmes. Je rappelle qu'elle a été violée par Denis Baupin, l'ancien big boss des écologistes. Et puis, il y avait donc le rapporteur Erwan Balanant, qui est un homme issu d'un autre parti politique. Donc, il y avait un travail transpartisan. C'est pas complètement le cas avec la commission d'enquête, puisque même si Jérémy Patrier-Létus est lui aussi un député centriste, il a fait partie du pool qui a travaillé sur le fameux projet de loi de fusion de France Télévisions et de Radio France que menait Rachida Dati et qui est tombé à l'eau, et qui visait lui aussi à foutre le merdier comme jamais dans l'audiovisuel public pour ensuite avoir l'excuse parfaite pour le privatiser. Donc en fait, même s'ils n'appartiennent pas au même bord politique, au fond, Patrier-Létus et Aloncle défendaient plus ou moins le même objectif, qui est la refonte totale de l'audiovisuel public. Donc il y avait déjà ce biais-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce rapport, oui, il va être débattu. J'ai vu pas mal de gens y réagir avec un certain fatalisme en se disant, finalement, on a eu beau gueuler pendant des mois et des mois sur les méthodes de Charles-Henri Aloncle et les dénoncer dans les médias, au final, le rapport, il est voté, il va être débattu, ça va peut-être déboucher sur un projet de loi. Non, c'est plus compliqué que ça. À mon avis, le contre-rapport de Balanant va faire un petit peu de bruit. On n'a pas complètement fini d'entendre parler de ce truc-là. Néanmoins, voilà, il faut le rappeler, insister sur cette question-là. Évidemment que nous, on défend l'audiovisuel public parce que c'est directement lié à notre industrie. On n'est pas complètement impartial sur la question de l'audiovisuel public. Il y a peut-être des trucs qui dysfonctionnent dedans. La commission d'enquête n'a évidemment pas permis de les révéler puisqu'elle n'a pas vraiment fait son travail. Mais elle s'est pas intéressée surtout parce qu'il y a plein de domaines d'amélioration, de questionnement. Elle ne s'y est questionnement. pas intéressée une seule seconde. Et donc c'est bien de rappeler que cette commission d'enquête n'a pas fait son travail. C'est pas pour ça que ça existe une commission d'enquête. C'est pas pour jeter l'opprobre sur des gens et ensuite produire un rapport qui n'a ni queue ni tête et dont le propos préalable est quand même une victimisation du rapporteur qui dit oh là là, c'était compliqué d'écrire ce rapport avec tous ces gens qui me détestent. Pardon, on va pas verser de larmes pour toi chaton, mais voilà, la saga n'est pas tout à fait terminée. Juste, le fait que ce rapport ait été voté, c'est quand même un peu alarmant parce qu'il n'aurait pas dû l'être. Il ne correspond pas aux critères d'un rapport de commission d'enquête. Il aurait dû être bazardé avec l'eau du bain et il a été voté parce que visiblement, la majorité des députés macronistes s'en cognent et c'est un problème. S'en cogne ou l'approuve tacitement. Oui. Ou cherche ou approuve tacitement une privatisation d'une partie du On ne service peut public. raisonnablement que le supposer. Alors, il faut Simon, voilà, rapidement, parce que effectivement, parce que on en parle beaucoup et souvent. Donc. mais rappelons ces petits faits importants quand même. Une commission d'enquête, quand bien même il y a le terme enquête, ça n'est pas une investigation de police. C'est fait pour permettre en fait à des députés qui se saisissent d'un sujet, d'une thématique, de se renseigner dessus pour pouvoir éventuellement proposer des changements législatifs sur le domaine concerné. Et du coup, il y a un rapport qui préconise des choses. Il faut savoir que ce rapport n'est pas toujours voté. Pourquoi ? Parce que des fois, à l'intérieur d'une commission d'enquête, tu as des gens qui disent « Moi, j'estime que ce rapport, il est insincère »
trop partisans ou qui ne représentent pas la tonalité ou le contenu des échanges que nous avons eus avec des membres de la société civile ou pas d'ailleurs. Et donc c'est toujours intéressant. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas automatique. Typiquement, le rapport sur la violence à Beit Haram n'a pas été voté. Alors on comprend très bien pourquoi, pour protéger Bayrou et pour protéger une certaine caste politique qui s'inquiète pas trop qu'on transforme les enfants en steak haché. Mais c'était signifiant. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Ça n'est pas impossible. Et les gars, ils n'ont pas eu peur de voter contre la publication du rapport, sur un truc qui était ultra médiatisé et machin. Donc en fait, les députés, normalement, n'ont pas spécialement peur de prendre ce geste-là. Et là, nous avons monsieur Jérémy Létu qui nous dit, avec toute la faconde qu'on lui connaît, qui disait ça au micro de France Inter, en substance, il y a eu des pressions de groupes commerciaux privés pour déstabiliser la télévision publique pendant cette commission. Ça devrait suffire à la faire, à ce que son rapport ne puisse pas être publié tel quel. Ces gens ont envoyé des questions à certains députés directement. Ça devrait suffire à invalider le rapport. Il y a eu de la diffamation, mensonge, des éléments complètement détournés et dévoyés. Ça devrait permettre à faire en sorte jamais on ne le vote. Mais le président de la commission annonce qu'il l'a voté parce que sinon il aurait eu peur qu'on se dise qu'il censurait l'extrême droite. Mais en fait, les gars, ça marche pas comme ça. Si on veut pas que l'extrême droite se faufile dans les institutions, faut pas lui donner l'heure. Sinon, elle arrive à crever les yeux avec les aiguilles de la montre. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne laisse pas ces gens saloper les biens publics et collectifs de ce pays et donc de ses habitants, tout simplement parce qu'on aimerait bien être poli avec eux et avoir le petit doigt sur la couture. Quand ces gens veulent utiliser nos institutions pour les saborder, on leur met des coups de pied dans le visage. Moi, j'ai une phrase en conclusion, c'est qu'on a une pensée pour tous les gens que l'on connaît qui travaillent dans l'audiovisuel public, parce que même si c'est encore en cours, etc., il passe de sales moments. Ça se ressent déjà. Oui, bien sûr. Je parle régulièrement avec des gens qui bossent à France Télévisions, je parle régulièrement à Radio France, et ils sont pas heureux. L'existence même de la commission a vraiment un impact concret sur la manière de travailler dès maintenant, quand bien même le truc n'était pas encore voté. Ceux qui auraient dû, je rajoute ça à la démonstration de Simon, ceux qui auraient dû justifier le non-vote du rapport, parce qu'une commission d'enquête n'est pas censée enclencher d'elle-même, avant même sa conclusion, des modifications au sein des institutions sur lesquelles elle enquête, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Donc ce rapport aurait dû être foutu à la poubelle. Thanks for coming to our show tonight. We appreciate the opportunity to serve you. Autre question très pertinente d'Armand qu'on remercie de nous avoir écrit. Cinéphile et cinéphages non-voyants, je m'intéresse beaucoup à la question de l'audio-description. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce procédé. J'avais 2 questions à ce sujet. Allant au cinéma très régulièrement, je n'ai pu m'empêcher de constater que les petites salles du type circuit indépendant font souvent l'effort de rendre accessibles les films dans leur majorité au public déficient visuel. Or, ce n'est pas du tout le cas des grandes chaînes de type Pathé. C'est le genre de choses qui me consterne, voire me met très en colère quand on pense que des petites salles avec des moyens financiers plus modestes font cet effort. Comment pourrait-on contraindre ces chaînes à s'engager davantage dans l'accessibilité ? Et autre question, sur les plateformes de streaming, la présence de l'audio-description est très variable. Il y en a de plus en plus sur Netflix, quasiment pas sur HBO Max, et quand il y en a, c'est surtout pour des films francophones. Pourquoi, lorsqu'une audio-description existe pour un film, n'est-elle pas automatiquement présente lorsque le film arrive sur le catalogue d'une plateforme ? Sophie ? Alors, je vais commencer par la deuxième question, Okay. si c'est d'accord. Et surtout, je vais recommander les petits documentaires qu'a fait notre copine La Manie du cinéma. Elle a fait des vidéos qui s'appellent Cinéma Accessible et elle consacre des vidéos donc, sur l'accessibilité au cinéma et elle parle notamment des personnes malvoyantes. Et donc, pour les plateformes, je pense qu'Armand en sait plus que nous en réalité et c'est très gentil de nous demander, mais c'est vrai que moi perso j'ai été obligée de faire des recherches et notamment sur les plateformes. Pourquoi c'est pas automatique ? Alors petit 1, maintenant le CNC a globalement depuis pas longtemps, depuis 1 an, demandé à ce que l'audio-description soit pensée dès l'origine du projet. Donc c'est une contrainte en plus. Mais alors pourquoi c'est pas sur Pour les productions françaises. Pour les productions bah oui, CNC évidemment. Oui, mais je le précise. C'est pour le cinéma français. Et alors pourquoi c'est pas sur toutes les plateformes ? C'est parce que le contenu audio descriptif, ça a sa propre législation entre guillemets, ça a sa propre propriété intellectuelle. Donc en fait, c'est quelque chose à racheter. Donc c'est pas quelque chose qui se diffuse en mode tiens ce film il l'a, il faut faire l'effort de l'acheter pour voir. En fait, ça a des auteurs. Ça a des auteurs, ça a son propre système de production et donc y a des plateformes qui sont plus sympas que d'autres et qui pensent un peu en genre et d'autres qui veulent pas dépenser un petit peu en droit d'auteur. Ça se résume à ça. Mais je ne savais pas que ça avait son propre
système de droit d'auteur. Donc cette question m'a permis de me renseigner. Il y a même des prix de l'audiodescription, vu que sont remis au CNC chaque année, le prix Marius de l'autodescription. Donc là, si quelqu'un vous dit qu'il a eu un Marius, il n'a pas attrapé un vieux boulanger. Il a fait de l'audiodescription, ou les deux. Alors, l'audiodescription, en gros, ça se développe d'abord aux États-Unis. Ils font tout d'abord. À partir de 1975, si ma mémoire est bonne, c'est une association dont le nom m'échappe à l'instant qui s'est particulièrement investie là-dedans, à tel point qu'elle est même devenue formatrice pour tout simplement plein d'audiodescriptrices étrangers. Il y a beaucoup à une époque, en France, c'est fin des années 80 que ça commence à se développer, à partir de 89-90. Beaucoup d'audiodescripteurs et d'audiodescriptrices de l'époque vont aller se former aux États-Unis. Ça va petit à petit se développer, petit à petit prendre de l'ampleur, mais pour pouvoir structurer un petit peu tout ça, en gros, le CNC va prendre pas mal de dispositions. Après l'ARCOM, c'est l'ARCOM d'abord qui s'en est occupé, mais pour les productions télévisées. Ça, je vous avoue que je connais moins, je voudrais pas dire de bêtises. Et donc le CNC, après, a pris donc un décret, une décision au 1er janvier 2020, la réalisation des fichiers de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes, elle est depuis désormais obligatoire pour obtenir un agrément CNC. L'agrément CNC, en gros, c'est votre document d'identification du CNC qui fait que vous, en tant que film, vous allez... si vous vous identifiez à un film, vous allez... qu'une œuvre cinématographique, une œuvre de cinéma, peut recevoir subventions, soutiens fiscaux, etc. Ce qui est important quand vous êtes un film français. Et donc, du coup, depuis en 2020, les salles ont l'obligation de rendre accessibles ces versions quand elles sont produites. Normalement, c'est le cas donc, de tous les films français qui demandent l'agrément du CNC, leur écrasante majorité. Il ne peut pas y avoir de contrôle pour les films étrangers, tout simplement parce qu'on n'a pas des moyens de contrainte. Alors, il y a une double problématique. Est-ce qu'il y a des films qui, effectivement, passeraient entre les gouttes du filet en se disant, genre, vas-y, je dis que je vais le produire, je ne le fais pas, ou alors, je ne demande pas l'agrément. Ça ne représente pas beaucoup. Et puis, il y a un deuxième truc qui peut poser problème, c'est les salles qui ne feraient pas l'effort de s'équiper pour que les gens puissent bénéficier de ces fichiers. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire, la réponse, elle est dans la question. Comment les contraindre ? Il faut les contraindre. C'est-à-dire qu'il faut la loi. Mais bon, il faut la loi, ça veut dire que c'est bien beau de poser la loi, il faut après pouvoir contrôler ces éléments-là ou les faire contrôler alors par qui ? Par éventuellement les ayants droit, par le public lui-même. C'est difficile à dire. Moi, je n'ai pas de réponse idéale. Je dirais, puis bien sûr que ça devrait être plus appliqué, mais voilà quel est l'état de l'art et l'état de la loi. Un petit truc à savoir si vous avez des proches qui aimeraient profiter de plus de films en audio-description, via le CNC, vous trouverez le portail de l'audio-description sur lequel vous avez tout simplement un site de streaming avec plein de films gratuits renouvelés toutes les semaines en audio-description, des films français, mais pas que. C'est une chouette initiative. Vas-y Arthur. Non mais juste pour rajouter une petite pièce à la machine de ce que vient de dire Simon. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Il y a quelques jours, il y a encore eu une grève à l'UGC Halles parce que les gens sont mal payés, parce que les gens sont sous-staffés et on va pas se mentir, en fait, c'est ce que racontent principalement les gens interrogés dans la vidéo de la manie du cinéma, c'est que les staffs ne sont pas renseignés. Quand même, il y a même des cinémas où il y a l'audio-description, mais en fait, les gens qui y travaillent ne savent pas ce que c'est, ne connaissent pas le dispositif des casques et en plus ne mettent pas en avant d'autres aspects de ce que ça peut provoquer le fait d'être malvoyant, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au synopsis, on ne connaît pas les bonnes annonces, on ne connaît pas les séances, bref. Il y a un aspect qui est purement capitaliste, qui est très simple. Les gens ne se rendent pas compte de la quantité de personnes qui sont en situation de malvoyance ou qui sont aveugles ou pour la surdité. En France, c'est plus d'1 million de personnes qui sont aveugles ou malvoyants et c'est plus de 7 millions de personnes qui sont atteints de troubles de surdité. De l'audition. De l'audition. C'est énorme. Et en fait, c'est un public qui n'a globalement pas été souvent pris en considération, en tout cas par les gros complexes. C'est un peu ce que nous dit Armand là-dessus. Et j'alimente un moulin que l'on connaît déjà, mais je pense que c'est important de le rappeler. Justement, en fait, si vous voulez vous renseigner, il y a un site qui s'appelle donc Retour d'Images et qui a une carte de justement des salles équipées pour l'audio-description et donc ça permet aussi de se renseigner. Non, j'ai une petite anecdote rigolote parce qu'on ne parle pas souvent d'audio-description et ça me permet donc de partager cette anecdote-là avec vous et avec les gens qui nous écoutent. Et d'ailleurs, je pense que ce que je vais dire est marrant, évidemment, pour les gens qui ne souffrent pas de troubles de la vue, mais je pense aussi pour les gens atteints de cécité. Il y a quelques années, j'ai voulu revoir La Passion du Christ de Mel Gibson. Et comme j'avais pas d'argent, j'ai téléchargé le film sur un site illégal. Voilà. Je ne m'excuse pas parce que Mel Gibson est un gros Trumpiste, donc je ne m'excuse pas. Et la seule version disponible à ce moment-là, c'était la version en audio-description anglaise. Américaine. Et c'est à mourir de rire parce que le gars qui fait l'audio-description, il a une voix de bande-annonce de film d'action des années 80, sauf que c'est La Passion du Christ, c'est que des gens qui se parlent en araméen et qui pleurent et qui souffrent, et t'as le gars qui décrit tout avec
This voice. Et c'est à mourir. the cross. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment, il va te dire, Là, il est sur la croix, on lui met des clous. c'est à mourir de rire. Et je pense que c'est drôle, y compris pour les gens qui malheureusement ont perdu la vue. This is a dill pickle, a mighty pretty pickle, especially when he joins you at the show. À Cannes, une première dont on peut se réjouir. Jamais autant de films n'ont pu concourir pour la Queer Palm, Sophie. Oui, la news se vaut en elle-même, genre cet intitulé, mais donc je me suis amusée parce qu'il faut croire que j'ai du temps à perdre. Donc ça existe depuis 2010, la Queer Palm, donc c'est ça, techniquement c'est sa 15e année parce qu'il n'y a pas eu de Queer Palm en 2020. Et du coup, donc je vous le fais de 2020 à 2026, le nombre de films éligibles à la Queer Palm. Pour être éligible à la Queer Palm, il faut qu'il y ait des personnages queer et qu'ils aient globalement des interactions, un peu, c'est normal. C'est le Bechdel des Tarlouses. C'est un peu... Il y a que toi qui peux dire ça. Ouais, il y a que moi qui peux dire Nous, on n'a pas le droit. Ne travaille pas dans le marketing. Jamais. Jamais. Et donc je fais de 2010 à 2026 et donc il n'y a juste pas 2020. Donc il y a eu 12 films, 11 films, 7 films, 6 films, 13 films, 12 films, 12 films, 7 films, 14 17 films, 17 films, 16 films, 12 films. Les 2 dernières années, il y a eu 17 films. Et cette année, 21 films sont éligibles à la Queer Palm. Bravo, les lesbiennes. Voilà. Et les trans, et les bi, et les PD, et tous les autres. Ils sont de plus en plus nombreux, visiblement. Ça commence et à alors marquer qu'ils ne des se histoires, reproduisent pas, c'est incroyable. Je comprends pas. Juste Sophie, dans tes stats, à partir de quelle année ça commence à atteindre les 17 2019, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Juste avant le Covid. Le vaccin, maybe. Et je tiens juste à dire qu'on sait qu'il y a déjà Jim Quinn qui est éligible. Celui-là, on sait. Dont on ne vous dira rien, mais on n'en pense pas moins. Et on peut dire que les présidents du jury de la Queer Palm sont Thomas Joly et Anna Mouglalis. La coprésidence. Bête de présidence. Oh, trop bien. Si je puis me permettre. Ouais. On a vachement hâte. Il y a vraiment ce fond de S'il très vous très parle dans beau le jeu. noir, la voix la plus aiguë n'appartient pas à la personne que vous croyez. Bref, allez, on conclut par une dernière question, une question de Jean-Michou Michel Doubidou. Attends, quoi? Jean-Michou Michel Doubidou, retraité. Jean-Michel Doubidou, ouais, retraité, qui a joint à son mail une pièce jointe intitulée réclamation _Batman _mail _final en minuscule _final en majuscule _V13 _def _ok celui-là c'est le bon .doc. Très bien. Ça c'était la pièce jointe. Oui. Je voudrais savoir si on peut réclamer un remboursement pour Batman et Robin de 1997. J'ai gardé le ticket, j'ai aussi gardé la rancœur. Je crois malheureusement que le délai de prescription légale est dépassé. Ça dépend le cinéma. Désolé pour Ça Jean-Michel dépend. Michel, mais je crois que c'est plus possible. Attends, Batman et Robbie. Robin, c'est moi qui ai mal. Ah, pardon. Robin. J'ai pas osé ouvrir la pièce. Non. Alors, moi, je pense que Jean-Michou Michel, c'est ça? C'est exactement ça. Jean-Michou Michel. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont très déçues par ce film, et je pense qu'il peut monter un collectif et peut-être un recours en justice. Je pense que. Une class action. Exactement. Contre Joël Schumacher. Ouais. Qui est mort. Too bad. Contre. Michael Schumacher. Qui est mort aussi. Ah bon? Non. Non, contre Georges Clooney. Et c'était ton. Bon. Oui. Et ben Jean-Michel Michel. Bon courage. Bon Pour la courage. lutte, hein, Mais ne nous envoyez pas de pièces jointes s'il vous plaît parce que je les ouvre pas. Ça, j'ai un Ça peu dépend de peur. l'intitulé, si je peux me permettre. Ouais, enfin bon. Réclamation _Batman. Bon bah. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'épisode patrimoine. Il sera question de laisser bien entrer. Page de Sablier, Grand Satin.